Histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Demain, samedi soir, aura lieu la 62e édition du concours Eurovision de la chanson à Kiev, en Ukraine. C'est à suivre en direct sur Europe 1 à partir de 21h avec Thomas Joubert et Guillaume Janton. Et dès cet après-midi, Franck Ferrand nous en donne un avant-goût. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. La retransmission demain soir sera précédée d'une spéciale d'1 heure avec Thierry Geffrotin. Évidemment, nous allons tous soutenir Alma. C'est elle qui représente la France avec son titre Requiem. Et on l'entendra tout à l'heure, je vous rassure. Absolument. Mais pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose de revivre les heures belles et moins belles de ce grand événement international, événement annuel depuis 6 décennies, vous l'avez dit. Nous sommes en compagnie de l'auteur du dictionnaire amoureux de la chanson française, Bertrand Dical. Après quoi, à partir de 15h, nous irons faire un tour du côté de Kiev, Franck. Oui, la capitale de l'Ukraine, pleine de trésors que nous ferons découvrir Olga Sanson, qui est originaire de Kiev et qui œuvre au sein d'une agence de tourisme ukrainienne en France, et Galia Ackerman. Galia Ackerman est historienne, elle était déjà venue nous parler de Tchernobyl. Évidemment, cet après-midi, nous allons essayer d'être nettement plus légers. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes à Lugano, en Suisse, le jeudi 24 mai 1956. La première édition de l'Eurovision qui a été créée à l'initiative de la Commission des programmes de l'Union européenne de radio-télévision. C'est une institution qui regroupe tous les pionniers de la radio, de la télé de l'Europe occidentale. On est en pleine guerre froide à l'époque, bien sûr. Cette première édition se tient au Teatro Kursaal. Le divertissement a pour objectif de favoriser les échanges entre pays européens. Vous voyez bien quel est l'état d'esprit. On est encore avant le traité de Rome, 1956. Ce sont les balbutiements de la construction européenne. Le traité donc n'a pas encore été signé, mais la communauté du charbon et de l'acier, la CECA, existe depuis 1951. Il y a un projet de création d'une armée européenne. On a vu ce qu'il en est advenu en 1954. Ça a été un énorme problème dans tous les pays concernés. La communauté européenne de défense a donc fait long feu. Cette première édition du concours s'inspire du festival de Sanremo en Italie. Festival télévisé, bien là ça va être le cas. On retransmet tout en direct dans plusieurs pays. Ce sont quelques 4 millions de téléspectateurs qui vont pouvoir suivre cette retransmission. 4 millions, nous ça nous paraît rien du tout. Dites-vous qu'à l'époque c'est considérable. En 1956, il n'y a pas énormément de foyers qui ont la télévision. Au cours de la soirée, qui va durer 1h40, 7 artistes en solo de 7 pays différents, Suisse, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Belgique, Allemagne fédérale et France. Donc 7 artistes se succèdent sur une scène composée comme on faisait à l'époque, vous imaginez tout un parterre de fleurs à l'avant, des grandes draperies à l'arrière-fond, un orchestre de 24 musiciens à gauche de la scène, côté jardin. Chacun des artistes interprète 2 chansons assez sobrement. Il n'y a aucune chorégraphie puisque la chorégraphie à l'époque est interdite. La soirée est présentée par un animateur suisse, Lohengrin Filippello. Il s'exprime en italien. Chaque pays a envoyé sur place un commentateur, ce qui permet de traduire bien entendu. Le jury vote en attribuant des points et le président du jury annonce à la fin en français le nom du vainqueur. Il s'agit en l'occurrence d'une Suissesse. Elle s'appelle Lys Assia. Sa chanson est en français. C'est la chanson qui s'appelle Refrain. Elle sera donc la première à remporter le concours de l'Eurovision. Alors depuis 56, le concours en question se tient chaque année. Il y a des évolutions. Oh là là, énormément d'évolutions, notamment quant au nombre de participants, bien entendu. Le programme est aujourd'hui regardé par 204 millions, enfin en tout cas l'année dernière, 204 millions de téléspectateurs. Et on pense qu'on va tripler cette année grâce à la Chine, vous savez. Donc là, ça va être bientôt, on aura 1 milliard de téléspectateurs pour l'Eurovision. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, le concours, je vous l'ai dit, évolue. Les règles changent. Il a lieu le week-end et
Une seule chanson est interprétée en direct désormais. La procédure de vote a évolué. Depuis 1958, c'est le pays vainqueur qui est chargé d'organiser l'édition suivante. Alors on a raconté toutes sortes de choses là-dessus, on y reviendra tout à l'heure avec Bertrand Dical. De nouveaux participants vont donc s'ajouter. Royaume-Uni, Autriche, Danemark, Suède et Monaco et la Norvège et l'Espagne, la Finlande, la Yougoslavie, le Portugal, etc. Entre 1956 et 64, le grand gagnant de l'Eurovision, disons-le, pendant ces 8 années, c'est la France qui remporte le concours à 3 reprises. 5 chansons interprétées en français sont gagnantes. Alors, on a vu la chanson suisse tout à l'heure. Les autres vainqueurs sont André Claveau, Jacqueline Boyer, Isabelle Aubray et puis en 1961 Jean-Claude Pascal dont la chanson Nous les amoureux. Jean-Claude Pascal représente ce jour-là le Luxembourg. Cette chanson devient un grand succès. Nous les amoureux, le soleil brille pour nous et l'on dort sur les genoux du bon Dieu. Les amoureux, il nous a donné le droit au bonheur et à la joie d'être deux. Alors, les sans-amour, les mal-aimés, 20 mars 1965, c'est un musicien français du temps de Louis XIV qui fait entendre ses notes, n'est-ce pas? C'est le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, qui est l'hymne de l'Eurovision, vous savez. Eh bien, cet hymne, pam, 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 retentit dans la salle de concert des studios napolitains de la télévision italienne, de la RAI. 18 pays participent au concours en 65 devant 150 millions de téléspectateurs. C'est la première fois que le concours est diffusé dans les pays d'Europe de l'Est. Les pays de l'Est ont pris le temps de vérifier que tout ça se passait bien, qu'il n'y avait pas de surprise et tout. Et quand ils ont vu que ça allait, bon, ça a été autorisé. Un des concurrents les plus sérieux est le concurrent français. Guy Mardel chante N'avoue jamais. Et puis au cours de la soirée, la présentatrice, qui est Renata Mauro, annonce l'entrée en scène du 15e participant. Une jeune femme blonde, vêtue d'une robe claire. Elle est timide, visiblement elle est impressionnée. Elle n'a pas 18 ans. Elle s'appelle France Gall. Elle vient de connaître un gros succès avec Sacré Charlemagne. Et elle aussi, c'est le Luxembourg dont elle représente les couleurs. Elle s'avance vers un gros micro parce qu'elle quand elle finit sa chanson, c'est un tonnerre d'applaudissements. En coulisses, il y a un homme qui est là en costume et nœud papillon. Il a le trac. Oh, il était mort de trac. C'est Serge Gainsbourg, l'auteur, le compositeur de la chanson. Il a presque 37 ans, Serge Gainsbourg. Il est reconnu comme auteur-compositeur. Il a déjà écrit, d'ailleurs, pour France Gall. En tant que chanteur, il accumule les échecs à l'époque. Et du coup, il vit des petits rôles qu'il joue de temps en temps dans un certain nombre de films qui n'ont pas laissé toujours un grand nom dans l'histoire du cinéma. Bref, le jury rend son verdict. Poupée de cire, poupée de son remporte le concours. Personne ne s'y attendait, surtout pas Serge Gainsbourg. Même France Gall est surprise. Il faut dire que les répétitions se sont mal passées. Les musiciens de l'orchestre ont hué Gainsbourg. C'est incroyable. Ils jugeaient la musique de sa chanson proche du galop d'un cheval. Et d'ailleurs, on a même pensé un temps que la chanson allait être retirée du concours. France Gall va enregistrer finalement la chanson en 6 langues, notamment en allemand. C'est un triomphe et c'est la preuve que l'Eurovision maintenant est devenue tout simplement un événement. Au cœur de l'histoire. Europe 1,
Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous nous racontez l'histoire de l'Eurovision. Alors la première édition se déroule en 1956 et là nous venons de parler de la victoire de France-Galles en 1965. Mais alors moi j'ai une question pour vous Franck. D'où vient le nom de l'Eurovision ? Ah, alors ça, c'est un journaliste anglais, en fait. Il s'appelle George Campey. En 1951, il a été envoyé aux Pays-Bas pour faire un article sur les débuts de la télé néerlandaise. On était dans les débuts. Chaque pays, petit à petit, s'ouvrait à ce nouveau média, à cette télévision. Le journaliste n'a qu'une colonne dans l'édition de son journal et il doit trouver un titre court qui associe à la fois Europe et télévision. Et il contracte, il invente Eurovision. Et par la suite, lorsque la BBC va chercher à donner un nom aux échanges de programmes télé entre pays européens, eh bien, on repense à cet article et donc on reprend ce nom, ce titre d'Eurovision. Les échanges de programmes vont concerner tous les grands événements sportifs, les cérémonies officielles. Évidemment, on pense toujours au couronnement de la reine Elisabeth II en 1953, mais ce n'était pas le seul. Toutes sortes d'événements culturels et à chaque fois, bien entendu, vous entendez donc le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. En 1974, 17 pays désormais concourent pour le concours Eurovision de la chanson. On est à Brighton, justement, au Royaume-Uni, au Dôme. Alors les dernières entrées dans la compétition s'appellent Malte, Grèce et Israël. Le concours a beaucoup évolué, il faut vous le dire, depuis les débuts. Alors maintenant, d'abord, c'est diffusé en couleur, ça change tout. Les artistes ont le droit de danser, vous imaginez, et du coup, ils vont essayer de se distinguer, de se faire remarquer, notamment par des extravagances vestimentaires qui font beaucoup parler, ce qui fait que devant les télés, vous avez les gens qui parlent au moins autant qu'ils écoutent la chanson. Bon, enfin, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Il y a un absent de marque à ce concours 1974, c'est la France, puisque la date du concours est le 6 avril et c'est le jour même des obsèques du président Pompidou, qui est mort 4 jours plus tôt. Vous imaginez bien qu'on ne va pas envoyer un chanteur au moment de ce deuil national. La chanson qui devait être interprétée pour cette occasion était encore de Serge Gainsbourg. C'était La vie à 25 ans et c'était Dany, la chanteuse Dany, qui devait la chanter. Ben voilà, c'est comme ça. Alors arrive le tour de la Suède. On voit monter sur scène un groupe de 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes. Comment est-ce qu'on pourrait dire ? Ils ont des tenues un peu brillantes, un peu colorées. Ils s'appellent Agneta, Benny, Björn et Annifrid. Et quand vous prenez les initiales, ça fait ABBA. Et oui, c'est la première prestation remarquée du groupe ABBA qui interprète, et je vais vous le dire avec leur façon de prononcer, Waterloo, bien sûr. Du groupe ABBA qui va enflammer le public. Dès le début des votes, la chanson est en tête. C'est le titre qui va remporter le concours, bien entendu. C'est d'ailleurs la première fois que la Suède gagne le concours Eurovision. C'est un succès inouï. ABBA est le premier vainqueur à entrer dans le top 10 du Billboard américain, vous savez. Et le titre va devenir le point de départ, vous savez, de la carrière invraisemblable du groupe ABBA dans les années 80 notamment. 3 ans plus tard, 7 mai 1977, l'Eurovision se déroule. Alors quand je dis l'Eurovision, c'est la façon qu'on a de dire, le concours Eurovision de la chanson se déroule de nouveau au Royaume-Uni, dans la banlieue de Londres, au Wembley Conference Centre, devant un immense public. C'est une grande salle qui a la forme d'une arène. Cette édition a bien failli être annulée à cause d'une grève des caméramans et des techniciens de la BBC, grève qui a été reportée de 5 semaines. On a envie de dire ouf. Pour ce concours, l'Union européenne de radio-télévision oblige les pays participants à chanter dans une de leurs langues nationales. Alors là, évidemment, parce qu'on se rendait compte que sinon tout le monde se mettait à chanter en anglais. Donc il faut qu'il y ait quand même des paroles dans l'une des langues de chaque pays, et même dans la langue nationale pour 90% des pays en question. La dernière à passer en 18e position, c'est la France. C'est une débutante qui vient chanter. Elle fête ses 20 ans le lendemain, vous imaginez. Elle a une belle robe orange, elle est accompagnée de 5 choristes. Elle commence à chanter a cappella. Et la chanson, vous la connaissez forcément, c'est L'Oiseau et l'Enfant. Et la chanteuse, c'est Marie-Myriam. L'amour, c'est toi. L'amour, c'est moi.
les votes sont serrés. Le Royaume-Uni et la France se disputent la première place jusqu'à l'attribution des points par la Suisse, qui en donne 12 à la France et aucun au Royaume-Uni. Ça s'appelle un peu du parti pris quand même. Du coup, Marie-Myriam remporte le concours, 136 points. Elle est en pleurs, elle embrasse tous les autres participants. Il y a un cadreur de la BBC qui tombe et qui se blesse en filmant la chanteuse et elle lui porte secours dans les coulisses. Ce qui explique pourquoi elle met un temps invraisemblable à revenir saluer sur scène. C'est la première fois depuis Frida Bocara en 1969. Elle est arrivée ex aequo avec 3 autres interprètes, un cas unique donc dans l'histoire du concours. Première fois que la France remporte le concours depuis 69. D'autres chansons en français avaient été primées, je vous l'ai dit, mais elle concourait pour Monaco ou pour le Luxembourg. Franck Ferrand évoque cet après-midi l'histoire du plus grand concours de chansons, l'Eurovision. Au cœur de l'histoire, c'est votre émission. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et à son invité Bertrand Dical sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou bien sur Twitter avec le hashtag ACDH. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous évoquez cet après-midi l'histoire de ce concours de chansons, l'Eurovision, et au fil du temps, on peut dire que les concurrents sont de plus en plus nombreux finalement. De plus en plus nombreux. On voit arriver dans les années 70 la Turquie, le Maroc, Chypre, l'Islande. Presque tous les concours de l'Eurovision ont maintenant leur lot de controverses, vous savez, sur la qualité des chansons, sur le type de musique, sur certains points du règlement. Et puis il y a tout le contexte politique. Vous imaginez les rapports entre la Grèce et la Turquie, par exemple. En 1978, au moment de la prestation d'Israël, les pays d'Afrique du Nord décident de diffuser de la publicité. En 1987, c'est le problème terrible linguistique entre les deux communautés wallonne et flamande en Belgique, bien entendu. Bref, l'édition 1988 se déroule en Irlande, à Dublin. Et c'est la candidate israélienne qui est convaincue de gagner parce qu'une voyante en qui elle a une grande confiance lui a dit que c'était la 9e chanson qui gagnerait. La représentante israélienne s'appelle Yardena Arazi. Elle est donc sûre d'elle, sauf qu'au dernier moment, il se trouve que Chypre déclare forfait et que, hop, Israël se retrouve en 8e position. Et la 9e position revient à la Suisse, représentée par une jeune chanteuse québécoise de 20 ans, Céline Dion, qui va chanter en français. Électrique, les votes se succèdent, c'est à un point près, le dernier à voter, c'est la France qui donne ses points à Céline Dion. Il faut imaginer Céline Dion en pleurs qui remporte donc cette Eurovision avec 137 points. La voyante avait raison, c'était bien la 9e chanson qui a gagné. 2 ans plus tard, le 5 mai 1990, le concours est organisé en Yougoslavie, à Zagreb, aujourd'hui capitale de la Croatie, ce qui pour le pays représente un gouffre financier. Il y a maintenant 22 pays en lice et au cours de la soirée, le public aperçoit, et les téléspectateurs aussi, voient une mascotte, un chat de couleur mauve, Eurocat. Maintenant, il y a une mascotte maintenant pour l'Eurovision. 5 chansons ont proposé au cours de la soirée évoque les événements évidemment qui viennent de bouleverser l'Europe en 90. La chanson autrichienne, norvégienne parle de la chute du mur de Berlin. La Finlande évoque la fin de la guerre froide. L'Allemagne aborde le processus de réunification. L'Italie, avec sa chanson Insieme 1992, je ne vais pas le dire en italien, de Toto Cutugno, parle de l'unification européenne. Et c'est cette chanson d'ailleurs qui est la favorite, tout comme celle de la France, qui est 14e dans l'ordre de passage. Le titre qui représente la France est écrit par Serge Gainsbourg, et c'est la première fois qu'il le fait cette fois pour la France. À cette époque, Gainsbourg n'est plus seulement un auteur-compositeur reconnu, c'est devenu vraiment le grand chanteur à la mode, le Gainsbar qui divise tant les Français. Dans son dictionnaire amoureux de la chanson française,
Bertrand Dical nous dit « Gainsbourg exaspère les bien-pensants et fait ricaner les sales gosses. Il ouvre sa braguette ou brûle un billet de 500 francs à la télévision, ne dessoule pas, s'habille crasseux dans des vêtements de luxe, fait danser torse nu à la télévision sa nouvelle compagne Bambou, offense en direct la jeune star américaine Whitney Houston. Le règne de Gainsbourg sur les ados français va permettre à son œuvre d'être rééditée, réécoutée, réévaluée d'une manière unique dans la chanson française. Le titre s'appelle White and Black Blues. La chanson est une dénonciation du racisme. Elle est portée par une artiste guadeloupéenne, membre du groupe Zouk Machine. Elle s'appelle Joëlle Ursule. Elle est habillée de l'emporte. La chanson de Joëlle Ursule finit juste derrière en deuxième position, ex aequo avec l'Irlande. Et ça ne plaît pas à la chef de la délégation française, la directrice des divertissements d'Antenne 2 à l'époque, Marie-France Brière, qui accuse la télévision publique italienne d'avoir littéralement faussé les résultats pour aider l'italien. À ce jour, White and Black Blues est l'un des meilleurs classements de la France à l'Eurovision. Ne l'oublions pas, puisque vous avez vu que finalement on ne l'a pas remporté si souvent ce concours, et alors dans les récentes années moins encore. Pour Gainsbourg, ce titre sera l'un de ses tout derniers coups d'éclat, si l'on peut le dire, puisqu'il va mourir quelques mois plus tard, le 2 mars 1991. Bonjour Bertrand Dical. Bonjour. Je vous avoue que j'ai bien besoin de vous pour y voir clair dans cet amoncellement de chansons qui, pour certaines, ont fait débat. Nous revenons avec vous dans un instant sur l'histoire mouvementée de l'Eurovision. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Elle représentera la France demain soir au concours de l'Eurovision. C'était Alma avec Requiem sur Europe 1. Le spécialiste chanson de France Info, Bertrand Dical, est avec nous cet après-midi. Il est également l'auteur du dictionnaire amoureux de la chanson française paru chez Plomb, puisque nous parlons de l'histoire de ce concours de chansons, l'Eurovision. Franck. Bertrand Dical, vous pensez que Alma a des chances demain soir de sauver l'honneur ? Joker. C'est vrai que c'est un jeu auquel on joue beaucoup en France. Certainement parce qu'on a une très haute idée de la chanson. Et c'est aussi pour ça certainement que ces dernières années, même ces quelques dernières dizaines d'années, on a eu des problèmes à l'Eurovision. C'est que nous, on veut y envoyer des bonnes chansons. Et les autres pays y envoient des bons numéros de musical avec des beaux personnages. Parce que maintenant, c'est au moins autant de la chorégraphie et du scandale qu'autre chose. Des gens extravagants, des beaux personnages. Oubliez pas une chose, c'est Alma, elle chante moitié en français, moitié en anglais. Ça fait des années que les candidats italiens, allemands, russes chantent en anglais. Mais je croyais qu'on était obligé de chanter au moins dans... Ah, c'est fini ça. Maintenant. On n'est plus obligé de chanter dans sa langue nationale ou même ses langues nationales. Mais nous, en France, ça nous fait toujours quelque chose de compliqué. Le premier scandale qu'on a eu là-dessus en France, souvenez-vous, c'est en 92. C'était le chanteur Cali, un Martiniquais. Sa chanson était en créole de la Martinique. Mais pas en français stricto sensu. Oui, classique, et il y avait quand même eu des députés, des personnalités politiques pour s'étonner que l'on fasse, que la France apporte ainsi un soutien à l'irrédentisme, à l'indépendantisme, que la France est unie avec une seule langue, etc. Donc en France, l'Eurovision est quand même quelque chose d'un peu sensible. Oui, alors j'étais surpris moi-même là en entendant Requiem à l'instant. C'est un titre qui est très connu, qui a déjà eu un très grand succès. Je pensais, dans ma naïveté, qu'il fallait que les chansons soient absolument inédites le soir de l'Eurovision. Alors en fait, à l'origine, c'était comme ça, à l'origine, puis ça a été quelque chose qui a été impossible à tenir. Pour des raisons au début commerciales, dans les années 60, c'était que ça n'avait aucun sens si le lendemain de l'Eurovision, la chanson, on ne pouvait pas acheter le disque de la chanson qui avait gagné. Donc il fallait presser les disques à l'avance, et puisque les disques étaient pressés, ils pouvaient être chez les disquaires. Et puis,
petit à petit, et c'est vrai que la crise du disque d'une part, la société numérique dans laquelle on vit, ont vraiment favorisé le fait que dans chaque pays, on fait monter la sauce, on fait monter l'enthousiasme et le soutien aux artistes en sortant la chanson quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois avant l'Eurovision. Alors, évidemment, un certain nombre de chansons ont longtemps été chantées en français du fait qu'il y avait le Luxembourg, la Belgique, Monaco, la Suisse, enfin bon, bien entendu. Et puis, disons aussi que dans les années 60, des chanteurs français prêtaient leur voix et leurs titres à des concurrents étrangers. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait pas mal de chanteurs français à l'Eurovision, surtout quand il y avait moins de candidats. Si on fait le compte du pays qui a gagné le plus souvent l'Eurovision, c'est toujours l'Irlande 7 fois, la Suède 6 fois, la France 5 fois. Mais en fait, il y a 11 artistes français qui ont gagné l'Eurovision. Et voilà, c'est ça. Français ou produits en France. Parce qu'il me semble que Vicky Leandros, quand elle a gagné pour le Luxembourg, n'était pas encore de nationalité française. Mais c'est vrai que la France avait la main. Directement, l'audiovisuel français d'État avait la main sur la candidature luxembourgeoise, et c'est pour ça que 5 chanteurs français ont gagné avec le Luxembourg: Jean-Claude Pascal, France Gall, Vicky Leandros, Anne-Marie David et Corinne Hermès en 83. Et puis une autre fois en 1970, c'est Monaco avec Séverine qui gagne, et donc 5 victoires françaises, ça fait 11 artistes français, plus effectivement la Suisse, mais de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est aussi un péché originel de l'Eurovision que le poids de la France. Vous parliez du premier concours, Lugano, 1956, le candidat du Luxembourg, c'est Michel Arnaud. Et voilà. Michel Arnaud, chanteuse française, qui va lancer la carrière de Serge Gainsbourg 1 ou 2 ans plus tard, et qui, comme par hasard, va se retrouver productrice de télé au début des années 60 et va faire appel, évidemment, à Serge Gainsbourg pour écrire des chansons pour l'Eurovision. C'est assez fascinant de voir que, au départ, évidemment, c'était les pays où la télévision était le plus répandue qui ont dominé le concours. Et puis petit à petit, on a vu arriver de nouveaux candidats. On appelle ça aujourd'hui le concours Eurovision. Mais soyons honnêtes, les pays d'Europe vont finir par être minoritaires si ça continue. Parce que l'Eurovision, c'est une organisation de chaînes de télé qui a vocation à être la plus puissante possible face à l'audiovisuel anglo-saxon et aux grandes majors de la télé américaine. C'est tout simplement ça. C'est pour ça que la Chine, ça prend des proportions folles, évidemment. Surtout que ça a l'air de plaire aux Chinois, cette histoire. Et ça plaît parce que l'Eurovision, alors nous, on voit ça encore de notre côté franco-français, dans lequel il y aurait d'une part la chanson française, la poésie, l'intelligence, la culture, la haute civilisation, et d'autre part la vulgarité commerciale anglo-saxonne. Mais pour le reste du monde, il y a une troisième voie. Et cette troisième voie, c'est l'Eurovision. Quand on est américain, quand on est asiatique, quand on est africain, il y a un charme particulier à l'Eurovision que nous en France on perçoit peut-être pas, mais qui est cette espèce de culture à la fois très prévisible, très sentimentale, très stéréotypée, mais en même temps avec des personnages complètement extravagants, et c'est ça le plaisir de l'Eurovision, parce que c'est un spectacle de télé. Voilà, et un peu comme dans les grandes manifestations sportives, l'émotion y est très présente. On a tendance à prendre tout ça de haut, à dire oh là là, l'Eurovision, pour certains c'est un peu devenu symbole de ringardise, il faut bien le dire. Or, si vous commencez à regarder et que vous vous laissez prendre, au bout de 10 ou 15 minutes, je vous défie de ne pas avoir votre petite larme à l'œil. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, nous revivons cet après-midi l'histoire de ce concours de chansons qu'est l'Eurovision avec vous et avec le spécialiste chansons de France Info, Bertrand Dical. Il est également l'auteur de l'ouvrage Ni noir ni blanche, histoire des musiques créoles aux éditions de la Philharmonie de Paris. J'imagine que vous serez à l'écoute demain, Bertrand Dical. Ça vous intéresse quand même ces affaires? Évidemment, c'est toujours un spectacle. Alors de 11h à midi demain, en direct de Kiev, nous aurons une spéciale du Grand Direct de l'Eurovision, donc avec Thomas Joubert et Guillaume Janton, qui assureront le commentaire à partir de 21h sur nos antennes. De 20h à 21h, donc une spéciale Eurovision avec Thierry Geffrotin. Et puis sur France 2, le commentaire sera assuré par Marianne James et Stéphane Bern. En fait, cette grande messe, si je puis dire, comme tous ces grands concours, a un petit côté nationaliste. C'est-à-dire qu'on voit on voit les drapeaux des pays et on voit se mobiliser, évidemment, les votants pour des raisons qui souvent dépassent un peu les raisons artistiques. Bien sûr, et c'est vrai que c'est un lieu de tension, et
l'Eurovision, c'est tellement symbolique, la chanson, c'est tellement symbolique, ça habite tellement notre quotidien qu'il y a eu des tensions absolument incroyables, sans revenir aux actuelles tensions entre la Russie et l'Ukraine, qui fait qu'il n'y a pas de candidat russe cette année à l'Eurovision. Il y a eu... c'est en Ukraine même, hein, là, c'est à Kiev. Ukraine même. Il y a eu des moments particulièrement spectaculaires, notamment quand l'Eurovision était diffusée par les radios et les télés des pays du Moyen-Orient. Il y a une année où le Liban coupe soudain l'antenne quand ils se rendent compte que c'est une candidate israélienne qui va passer. La Jordanie, une année, a même le lendemain annoncé un faux résultat. Pour cacher le fait que c'était Israël qui avait gagné. Et longtemps, ces pays ont demandé à l'Eurovision le droit de diffuser le concours en différé pour pouvoir caviarder la présence du candidat israélien. Et non, et l'Eurovision a toujours refusé. Il y a eu des tensions entre la Turquie et l'Arménie, la Turquie refusant de participer au concours tant que l'Arménie y était. Alors, ils avaient toujours une raison technique, concrète, matérielle, et qui n'était pas un motif ouvertement nationaliste. Mais c'est vrai que le nationalisme se cache souvent sous le concours de l'Eurovision, ce qui à nous paraît un petit peu curieux, un petit peu anecdotique, parce que nous sommes grosso modo un pays qui n'a pas de problème avec ses voisins, qui n'a pas de problème avec ses frontières. Non, mais nous sommes en revanche, du point de vue de l'industrie du disque, un pays qui joue un rôle très important. Toute la question des labels, etc., est directement en lien avec un concours comme celui-là, bien entendu. C'est un gros intérêt. Évidemment, c'est un gros intérêt. Il y a beaucoup d'argent en jeu, disons les choses. Il y a de l'argent en jeu. La carrière européenne, la carrière internationale européenne de France Gall a été lancée par l'Eurovision. Séverine, une Française qui avait gagné en 1970, avait eu soudain une carrière qui s'était développée, elle aussi en Allemagne et dans l'Est de l'Europe, après le concours de l'Eurovision. Et c'est vrai que commercialement, c'est quelque chose d'extrêmement fort, mais c'est aussi une vitrine pour les télés. Eh oui. Et c'est pour ça que la France fait partie de ce fameux groupe, les Big Five, qui sont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, qui sont les 5 plus gros contributeurs financiers à l'Eurovision. Et c'est pour cela que la France est sélectionnée directement en finale sans passer par les éliminatoires. On a longtemps considéré que l'Eurovision n'était pas un lieu où étaient représentés les courants les plus nouveaux, les plus développés, on se rappelle l'attitude de Pierre Bouteiller en 1981, hein, donc c'est juste au moment, il était le patron des variétés TF1 qui à l'époque était chargé de diffuser l'Eurovision, et carrément on décide qu'on arrête, que ça n'intéresse plus la France. En fait. Oui, il avait d'ailleurs employé une formulation qui avait été traduite dans toutes les langues européennes. Il avait parlé, je crois, d'une abyssale médiocrité ou quelque chose comme ça, qui avait été traduit dans toutes les langues. Et la France, c'est effectivement la seule fois que la France a posé forfait, et c'est, à ma connaissance, une des rares fois qu'un des grands pays a claqué la porte de l'Eurovision pour des raisons artistiques. L'année d'après, évidemment, la France est revenue dans l'Eurovision. Et d'ailleurs, la France ne participe pas en 1982, et en 83, alors c'est pas la France qui gagne. Pour le retour de la France, c'est le Luxembourg avec Corinne Hermès, une chanteuse française. Aujourd'hui, tout ça s'est un peu amélioré. Vous avez l'impression que le niveau remonte d'une certaine manière. C'est ce que j'entends dire. Moi, je n'y connais rien, pour tout vous dire. Mais on me dit, mais c'est beaucoup mieux que c'était. Ça devient vraiment très très bien. Alors, ce qu'il y avait de terrible dans l'Eurovision de notre lointaine jeunesse, c'est que on voyait des chanteurs anglais, américains, français, qui étaient dans le goût du jour, etc. Et puis on voyait arriver un chanteur d'un petit pays dans une robe pittoresque qui chantait quelque chose d'épouvantable accompagné par un instrument à cordes qui faisait gling gling. Il y avait des différences de niveau absolument incroyables. Aujourd'hui, les yeux fermés, on est incapable de dire quelle est la nationalité d'un artiste, si c'est un grand ou un petit pays, s'il y a des gros moyens, des petits moyens, on est incapable de le dire, et c'est tant mieux. Alors, on est incapable de le dire aussi parce que vous avez les 9/10 des candidats qui chantent en anglais et qui chantent dans un registre plutôt, anglais, dans des registres plutôt dance music. Alors il y a plus ou moins de guitare électrique,
plus ou moins de boîte à rythme, mais grosso modo, il y a une espèce d'unification pop, mais en même temps, c'est 200 millions de téléspectateurs l'année dernière, sans doute plus avec la Chine cette année. Donc effectivement, on est dans le spectacle mondial, donc faut pas espérer qu'on va toucher l'underground. Et puis évidemment, on essaie de raconter une histoire. On se rappelle l'affaire de Conchita Wurst, là, il y a quelques années. Évidemment, on essaie de présenter des candidats qui soient le plus intéressants, touchants, emblématiques ou surprenants pour le public mondial. Il faut se démarquer. Donc, si on n'a pas le génie musical de se démarquer, il faut un costume, il faut une histoire, il faut un personnage, il faut une émotion. C'est ce qu'avait joué Lisa Angel. Hein, je crois que c'est en 2015, avec cette chanson très sombre qui évoquait en filigrane toute l'histoire de l'Est de l'Europe, qui parlait des guerres, qui parlait des réfugiés, qui parlait de la souffrance des peuples et de l'espoir. Il faut des chansons, il faut des personnages, il faut des histoires pour réussir à se démarquer. Et peut-être encore plus pour les petits pays que pour nous, les 5 pays du Big Five, qui sommes assurés de toute manière d'être candidats à l'Eurovision année après année. Il y a un grand artiste que vous connaissez particulièrement bien et qui a fourni 4 titres pour l'Eurovision en 1965, 67, 74 et donc 90. C'est Serge Gainsbourg, nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et on poursuit notre épopée musicale cet après-midi sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'Eurovision avec le spécialiste chanson de France Info Bertrand Dical. Et d'ailleurs, Olga Sanson et Galia Ackerman viennent de nous rejoindre dans le studio. Bonjour mesdames, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous parler de Kiev. Cette ville que les Français croient connaître plus ou moins, parce que évidemment il y a des liens très anciens entre cette région de l'Europe et notre pays. Personne n'a oublié notre reine, Anne de Kiev, n'est-ce pas? Je ne sais pas si d'ailleurs on parle d'Anne de Kiev encore là-bas, sur place. Est-ce que ça arrive encore que... Mais bien sûr, il faut aussi rappeler qu'elle est enterrée ici à Senlis. Oui, bien sûr. Hein. Elle a sa tombe ici. C'est très important l'Eurovision pour l'Ukraine cette année, étant donné la situation géopolitique, bien entendu. C'est très important, vous savez. Un coup de projecteur sur le pays, en fait. Tout à fait. Et après, ça permet aussi de montrer l'Ukraine, ce changement aussi qui s'est passé après 2014. Montrer l'Ukraine et surtout la ville de Kiev toujours ancienne et en même temps moderne, dynamique, la ville qui se développe, qui bouge, qui est toujours jeune. Mais c'est ce que nous verrons demain soir, bien entendu. Alors je parlais de Serge Gainsbourg, Bertrand Dical. Vous lui avez consacré d'ailleurs l'année dernière un ouvrage chez Jungle Dog qui s'appelle Tout Gainsbourg. Il a été quasiment un abonné de ce grand concours. Oui, c'est une jolie histoire. C'est-à-dire que Gainsbourg, évidemment, il y a 1965, le triomphe de France Gall avec Poupée de cire, Poupée de son. Une chanson qu'on oublie peut-être aussi injustement, qui est la chanson qui donne à Minouche Barelli, qui s'appelle Boum Boum, qui est une chanson qui concourt sous les couleurs de Monaco. Et puis, il y a cette espèce d'imbroglio de 74-75 autour de Dany. Donc Dany devait chanter une chanson de Gainsbourg à l'Eurovision 74. La France, vous le disiez tout à l'heure, ne va pas à l'Eurovision à cause de la mort du président Pompidou. Donc en 1975, on rappelle Dany et on lui dit voilà, c'est le revenez, avez-vous une chanson? Elle rappelle Gainsbourg. Gainsbourg lui donne une chanson qui s'appelle Boomerang, qui est une chanson qui est pleine d'allusions sexuelles. Gainsbourg pense qu'on n'entend pas les allusions sexuelles. Si, on les entend très très bien. On les entend parfaitement, on les comprend à la première écoute. Et la télé française dit non, ça ne sera pas Dany et cette chanson qui ira à l'Eurovision. Et cette chanson, qui était sous la forme d'une cassette audio, est restée dans les affaires de Dany pendant des années. Gainsbourg est mort, Dany a pris sa retraite, puis est revenu, va voir un jour Étienne Dao, fan de Gainsbourg, lui fait écouter cette chanson. Et en 2006, Dany et Dao ont réenregistré cette chanson en 2001. Ils ont réenregistré cette chanson Boomerang que Gainsbourg n'avait même pas déposée à la SACEM.
il avait à toute allure écrit les paroles, fait une musique et enregistré cette démo. Il n'avait pas déposé cette chanson. Et puis en 2006, la chanson a été complètement restaurée. Elle est sortie. Et ce qui est complètement incroyable, c'est que cette chanson de Gainsbourg est devenue aujourd'hui, si vous allez sur les sites de téléchargement, c'est une des chansons les plus écoutées de Gainsbourg aujourd'hui. C'est devenu une espèce de classique de Gainsbourg, alors qu'elle n'était jamais sortie du vivant de Gainsbourg. Il y a d'autres grands compositeurs comme ça qui ont fourni de nombreux titres à la... Alors, il y a pas mal d'anglais, il y a pas mal d'italiens. Tout à l'heure, vous parliez de Toto Cutugno qui a gagné le concours en 1990. Il y a un certain nombre de bonnes maisons, mais en fait... ce qui est curieux avec l'Eurovision, si on regarde le palmarès, il y a énormément de chansons dont on se souvient, mais il y a au moins autant de chansons dont on ne se souvient pas. Et c'est ça qui est extraordinaire avec l'Eurovision, c'est notre capacité collective à nous, Européens, de nous enthousiasmer pour des chansons qui ne sont quand même pas toujours le sommet de la création cette année-là. Et c'est ça qui est assez fascinant, parce que qu'on parle des années 50, des années 60, des années 70 ou d'aujourd'hui, on a à peu près le même mélange de chansons formidables et de chansons extrêmement médiocres qui vont être à la même hauteur dans le palmarès. Et c'est ça qui est passionnant. Le mode de vote a beaucoup changé, puisque ce ne sont plus les professionnels de la profession, si j'ose dire. Voilà, alors il y a une partie, il y a du public qui vote selon des modes différents. Très complexe, selon les pays, c'est devenu extrêmement compliqué, ça change un peu. Pas très transparent, tous les ans. Nous soit dit. Alors, globalement, c'est transparent. On nous affirme que c'est transparent, donc on doit croire que c'est transparent. Mais en fait, un des plaisirs de l'Eurovision, et en même temps un des pinceaux, une des souffrances, c'est cette interminable annonce du palmarès avec les points par pays, la géopolitique, on imagine que, etc. Et ça fait des plans géopolitiques. Quand l'Eurovision a eu lieu dans un pays de l'Est, je crois que c'est en Russie en 2009, la France a envoyé Patricia Cass, qui est la vedette non russe la plus écoutée en Russie. C'était un message direct, c'était de la pensée géopolitique. Bon, ça n'a pas très bien marché, c'était une bonne chanson néanmoins, mais voilà. Ben oui. Merci beaucoup Bertrand Dical. Vous restez avec nous pour la promenade à Kiev si vous voulez. Absolument. Et je rappelle que vous êtes évidemment l'auteur du dictionnaire amoureux de la chanson française, chez Plomb bien sûr, et de l'histoire des musiques créoles. Ça s'appelait Ni Noire ni Blanche et c'était aux éditions de la Philharmonie de Paris. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Après avoir évoqué l'histoire de ce concours de chansons qu'est l'Eurovision et qui aura lieu demain à Kiev en Ukraine, eh bien nous vous proposons une balade dans cette capitale ukrainienne cet après-midi en compagnie de l'historienne Galia Ackerman et de Olga Sanson. Vous nous disiez ce qu'est cette chanson que nous entendons, c'était Jamala qui a interprété l'année dernière, 1944 ? Absolument, c'est une chanteuse qui est d'origine, elle est une Tatare de Crimée, et donc elle est originaire de Crimée. C'est la population autochtone de cette péninsule qui a été annexée par alors on entend les Russes. Il y a quelques phrases en tatar de Crimée, justement. Absolument. Et il faut dire que elle a gagné ce concours. Et ensuite, elle s'est mariée. Elle vit maintenant à Kiev. Malheureusement, à cause de l'annexion, elle peut même pas retourner là-bas. Et cette chanson est une commémoration de l'exil de son peuple, ordonné par Staline, qui a déporté plusieurs peuples de l'Union soviétique, dont les Tatars de Crimée. Et bien sûr, avec cette déportation en Asie centrale, il y avait à peu près la moitié de la population qui a péri. Oui, c'est une chanson donc éminemment politique qui a fait scandale d'ailleurs l'année dernière, disons-le objectivement. Ça fait un scandale parce que ça n'a pas été perçu d'emblée comme une chanson politique, c'est une chanson de souvenir, mais bien sûr dans le contexte de l'annexion de la Crimée, ça a pris un contexte politique et les Russes ont même très lourdement contesté la victoire de Jamala. Au point cette année de ne même pas envoyer donc de candidats. Bertrand Dical, la tradition veut que ce soit le pays qui gagne le concours
qui reçoivent le concours l'année suivante. Et alors, on entend beaucoup de bruit à ce sujet. On dit que certains pays ne veulent pas gagner. On a même dit ça de la France parce que ça coûte très cher à organiser. Est-ce que c'est vrai cette histoire? C'est vrai que la France, une ou deux fois, a échappé à l'organisation. Le Luxembourg aussi avait échappé à l'organisation. Et en 1974, d'ailleurs, si le concours avait lieu à Brighton pour le triomphe d'Abba, c'est parce que le Luxembourg avait décliné l'organisation du concours. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les Big Five qui de fait dirigent l'organisation apportent une garantie à tous les pays que même si c'est un petit pays, même si c'est la plus infime nouvelle république d'Asie centrale, elle aura les moyens d'organiser les sociétés de télévision plus les maisons de production plus l'organisation du concours, tout ça fait en sorte c'est l'organisation voilà, qui fait en sorte que ça arrive. Oui. Où a lieu d'ailleurs le concours cette année, vous savez, où vont se produire les artistes, Olga Sanson? Oui, donc cette année à Kiev. Kiev, il est divisé en plusieurs quartiers. Donc il y a 2 scènes à rive gauche et à rive droite, parce que Kiev, il est divisé par la fleuve Dniepr à 2 côtés. Donc, les concours vont se passer sur la rive gauche, dans un centre d'exposition, où il y a une magnifique scène dédiée pour les concours, et en centre-ville, dans l'avenue Kreshchatik, qui mène vers la place de Maïdan, connue mondialement aujourd'hui. Bien sûr, oui. Voilà, il y a les villages de Eurovision. Donc un petit peu partout dans la ville. Pour accueillir tous les commentateurs, etc. Pour accueillir le studio d'Europe 1, nous l'avons entendu ce matin même avec Thomas Joubert sur notre antenne. Donc pour accueillir tous les journalistes, etc. On a monté carrément un village en fait, c'est ça? Oui, donc il y a les villages, oui, toute Kreshchatik, c'est la zone piétonne et c'est vraiment les villages de Eurovision. Alors, il faut dire que Kiev est une ville étendue, très verte, avec des quartiers très distincts, bien entendu, une ville d'histoire et d'art, nous allons y venir dans un instant, avec un artisanat également particulièrement développé, et une ville qui est à la fois, bien sûr, avec beaucoup de vestiges, avec toutes sortes de styles architecturaux. Les gens qui défendent cette ville, et vous en faites partie, bien sûr, plaident pour l'incroyable diversité du style de la ville. Et en même temps, c'est une ville très moderne, incontestablement. C'est une ville qui, d'une certaine manière, compte parmi les plus modernes, les plus ouvertes à l'art contemporain, notamment. C'est très présent, Galia Ackerman. Oui, absolument. Il faut peut-être encore mentionner, juste pour situer Kiev, c'est que Kiev est situé sur des collines. Et oui. Et donc, c'est un paysage très varié où il y a des parcs, où il y a beaucoup d'églises, où il y a cette célèbre l'or de Kiev, ensemble de plusieurs monastères et églises. Mais il y a aussi une grande modernité. Il y a par exemple l'un des oligarques ukrainiens, Viktor Pinchuk, qui a créé tout un musée ultra moderne d'art contemporain. Il y a beaucoup de galeries, c'est-à-dire c'est une ville qui respire. Il y a un festival de théâtre chaque automne qui s'appelle Gogol Fest, qui est aussi un festival assez extraordinaire. C'est-à-dire c'est une ville dont on commence à prendre un peu l'habitude, qui commence à faire partie du paysage européen. En fait, depuis d'une part le régime sans visa qui a été introduit encore sous le président Yushchenko, qui maintenant seulement est réciproqué parce que à partir de 11 juin, les Ukrainiens aussi pourront venir en Europe sans visa. Et aussi, bien sûr, le grand événement, à part les événements politiques comme les de Maïdan, le grand événement, c'était l'Euro 12. Eh oui. Et donc maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de touristes qui ont envie de découvrir cette ville. Entre le football et la chanson, on peut dire que l'Ukraine est au cœur des préoccupations de la planète entière. Nous verrons ça demain soir. Et avec vous, si vous êtes d'accord, en partant de la cathédrale Sainte-Sophie, là dans quelques instants, nous allons nous promener dans les rues de cette belle capitale. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous baladons toujours à Kiev cet après-midi avec la journaliste spécialiste de l'Ukraine, Galia Ackerman, et de Olga Sanson de l'agence de tourisme Vacanture Ukraine. Franck. Galia Ackerman, je réalise que nous n'avons pas redit à quel point, sur un plan historique, le berceau même de la culture russe est là, en Ukraine, à Kiev. Bien sûr, parce qu'il y avait ce royaume qui s'appelait la Russe de Kiev. RUS, c'est là que s'est produit aussi le baptême de ces Slaves, des tribus slaves. Donc la christianisation, la première christianisation. Et donc, il faut dire aussi que ce royaume a existé tel quel et a occupé une partie très importante qui comprend pratiquement tout le territoire de l'Ukraine actuelle et une partie de la Russie. Donc ce royaume a été détruit par l'invasion tatare, mais il faut dire qu'il y a eu une continuité. Par exemple, on en parle très peu justement à l'ouest de l'Ukraine, où à Lviv, par exemple, vous pouvez voir les icônes du 11e, 12e, 13e, 14e, 15e siècle qui remonte à cette tradition byzantine. C'est là que l'invasion tartare s'est arrêtée et donc voilà, cette tradition a persisté pendant que la Russie a été envahie. Alors Olga Sanson, vous œuvrez au sein de l'agence Vacantur Ukraine. Oui. Et c'est vous qui avez établi le parcours, si je puis dire, l'itinéraire à travers Kiev. Nous partons, vous nous conseillez de partir de cette cathédrale Sainte-Sophie, de la place Sainte-Sophie, cathédrale très ancienne, en tout cas dans ses fondements, puisque bâtie par Vladimir et par son fils Yaroslav le Sage. Donc tout là, ça nous ramène au Xe siècle. Oui, c'est ça, Donc ça nous ramène au Xe siècle, quand la ville de Kiev, il monte déjà sur la scène européenne, et on peut dire que c'est la ville où il y a entre 50 et 100 000 d'habitants. Donc c'est vraiment très important pour l'époque. C'est très important, bien sûr. Voilà, donc c'est la ville l'un des plus riches et plus grands dans l'Europe, et qui souvent était un petit peu concurrent de Constantinople. Alors on est là vraiment dans le style traditionnel, le style russe dont nous parlions tout à l'heure, russe de Kiev. 3000 mètres carrés de fresques anciennes, des dorures partout qui littéralement s'embrasent au soleil couchant. Oui, c'est les fresques, surtout la fresque de la Vierge orante qui vous regarde. Mais il faut dire que Sainte-Sophie, c'est une église grande, imposante et en même temps très douce, très chaleureuse. Dès que vous entrez, vous sentez cette douceur, chaleur, accueil peut-être de l'histoire, de peuple, de nos traditions aussi ukrainiennes. Et en face de Sainte-Sophie, le monastère Saint-Michel au Dôme d'Or, où l'on entend chanter les moines. Absolument, et la magnifique chœur de moines. Et je conseille vivement pour ceux qui se trouvent à côté d'entrer pour écouter ces magnifiques chants à Saint-Michel et surtout admirer aussi ces fresques baroques ukrainiennes. Alors nous suivons vos conseils. À côté de Saint-Michel, il y a un funiculaire qui permet de descendre dans la partie le vieux quartier de Kiev qui s'appelle Podil, au bord du Dnipro justement. Absolument. Donc on descend, on prend un funiculaire, on va voir un joli panorama sur Dnipro et on va se promener dans ce vieux quartier Podil, ancien quartier de marchands, qui est arrivé à Kiev, parce qu'il faut dire que Kiev c'était aussi la ville qui s'est développée sur la route commerciale, la route de commerce entre le sud, mer Noire, et le nord. Donc, et après, on va visiter ces jolis quartiers très typiques avec beaucoup de monuments d'architecture, les jolies maisons, les vieilles églises, avec l'académie Kyivo-Mohylanska. C'est l'une des plus anciennes académies et c'est vraiment le fleuron de la culture intelligentsia ukrainienne. Je peux peut-être cette académie ajouter se visite que cette académie, et dans cette Galia académie, Ackerman. on enseignait en latin il y a 400 ans. Ah oui. Oui, avant l'annexion russe
de Kiev et d'une grande partie de l'Ukraine, c'était un centre d'études latines. C'est vrai que Kiev était très ouverte sur le monde latin, il faut le dire. Hein. Absolument. Si vous voulez, c'était un vrai carrefour de civilisation entre l'Est et l'Ouest. Avec des savants, des étudiants qui s'échangeaient littéralement entre les grandes universités, Bologne, Paris, etc. Et puis Kiev, bien sûr. Donc, et aussi de grands chemins d'échanges commerçants. On exportait des fourrures, j'imagine, de Kiev. On exportait de fourrures, on exportait aussi de l'épice. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Et on exportait de l'Ukraine aussi un petit peu de l'ambre, parce qu'il a les territoires ukrainiens où il y a l'ambre. Alors, et du blé, je suppose. Du blé, c'était un peu plus tard. C'est vrai que le grenier de les greniers de blé de l'Europe. Alors là, nous débouchons. J'essaie de continuer notre itinéraire, sinon nous n'irons jamais jusqu'au bout. Nous sortons de la place Kontraktova. Et depuis cette place, vous montez dans le quartier, en quelque sorte le passage obligatoire, ce qu'on appelle la descente Saint-André, qu'on dit en... Andriivski Uzvis. Voilà. Descente Saint-André, c'est vraiment les lieux adorés par tous les touristes. Très pittoresque. Et par les Ukrainiens, très pittoresques, avec les peintres, les artisanats, les couleurs qui ruissellent de broderies, de chemises brodées, de serviettes brodées, de peintures de différents genres. Et après, sur la colline de Andriivski Uzvis, il y a encore un monument vraiment magnifique et qu'on adore toujours regarder au bord de Dniepr, c'est l'église de Saint-André. Bâti par Rastrelli, le grand architecte baroque, bien sûr. Par Rastrelli, dans les styles baroques, donc tout petit, mais qu'il est bien inscrit dans les paysages de Kiev, ces collines vertes. Donc l'église Saint-André, c'est l'un des symboles de Podil. Alors, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin parce que le temps tourne, mais il faut dire que la ville est très riche en musées, des musées d'art et d'histoire. Il y a ce musée d'une rue justement consacré à la fameuse descente Saint-André dont vous nous parliez, musée des trésors historiques d'Ukraine, et c'est là qu'on voit l'or des sites tellement fascinant et qui avait fait à Paris l'objet d'une merveilleuse exposition il y a quelques années maintenant, le musée des beaux-arts ukrainiens, le musée des miniatures, etc. Une vraie grande ville de culture et d'art, on peut dire ça, Galia? On peut dire, et il faut peut-être rappeler aussi que avant la Révolution, c'est aussi la ville était très russifiée, mais elle a aussi donné naissance à plusieurs grands écrivains russes, comme Mikhail Bulgakov. Et d'ailleurs, bien sûr. Sa maison se trouve justement dans cette descente Andriivski d'André. Merci beaucoup de nous avoir fait vibrer un peu à l'unisson du peuple ukrainien et de cette très belle ville de Kiev, dont Lorena Martin, dans un instant, va nous révéler les trésors nettement plus gustatifs. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes toujours à Kiev, en Ukraine, et cette fois-ci, nous découvrons les spécialités de Lorena Martin. J'ai vu que Lorena Martin interrogeait nos invités tout à l'heure en régie pour savoir comment on prononçait les mots ukrainiens. Alors, quelles sont les spécialités salées de Kiev, Lorena? Alors, vous avez les vareniki qui sont les encas préférés en fait des Ukrainiens. Ce sont des raviolis en forme de demi-lune. Ils peuvent être farcis aux champignons, pommes de terre, fromage, choux, viande. Ils sont bouillis et on les sert souvent accompagnés de crème fraîche. Et on trouve également des vareniki sucrés qui sont farcis aux baies, griottes et myrtilles. Oh là, formidable. Donc des raviolis à la griotte, voilà. Fabuleux. Et sinon, vous avez le borsch. Le borsch, ça évidemment, nous l'attendions tous. Qui est une soupe de légumes, en particulier de betteraves, donc betteraves, pommes de terre, carottes, choux. Il y a différentes variétés de borsch en Ukraine, du nord, du sud ou central, mais il faut absolument goûter cette spécialité. Je me suis laissé dire que le plat préféré des Kievois, c'était le poulet, en fait. Le poulet à la mode de Kiev, c'est un filet de poulet très fin, farci avec du beurre, des herbes. On le roule, on le
panne dans la farine, les œufs, la chapelure et on le fait frire. Et dès qu'on coupe cette viande en fait roulée, le beurre fondu arrose le filet de poulet. Donc c'est assez délicieux. Fin, tout ça. On produit, il faut dire, un excellent blé dans les plaines ukrainiennes. Elles l'ont dit, nos invités l'ont dit aujourd'hui. Et donc du coup, on a une grande variété de pain dans tous les restaurants ukrainiens. Vous nous avez mis les petits vareniki sucrés, mais il y a d'autres desserts possibles. Il y a d'autres desserts. Il y a le gâteau roulé au pavot, puisque dans beaucoup de pays de l'Est, on trouve beaucoup de pavots. Ça ressemble en fait au makowiec en Pologne. C'est une sorte de brioche de pâte levée, roulée et fourrée à la pâte de pavot. Et sinon, vous avez l'air d'approuver, mesdames, c'est ça. Et sinon, vous avez aussi le strudel, qui n'est pas ukrainien, qu'on retrouve beaucoup aussi en Autriche, pas très loin, etc. On en trouve beaucoup en Ukraine. Et en fait, ça faisait partie bien sûr de l'Empire austro-hongrois, donc on en mange beaucoup. Et on peut trouver ces feuilletés aux pommes ou cerises griottes, notamment dans une pâtisserie qui s'appelle Lipski Pliatski, qui est près de la place Kontraktova. Je pense que les invités du concours Eurovision de la chanson vont se régaler. Et d'ailleurs, on va sans doute les inviter dans un certain nombre de bons restaurants. Alors, lesquels, par exemple? Alors, vous avez toujours dans le vieux quartier de Podil, donc dans cette descente Saint-André dont vous avez parlé tout à l'heure. On peut aller au restaurant Kanapa, qui est l'un des meilleurs restaurants à Kiev. On peut y goûter notamment cette cuisine ukrainienne et européenne assez revisitée. Donc, il est conseillé par contre de réserver, c'est assez prisé. Et il y a des restaurants sur le bord du fleuve, sur le bord du Dnipro, qui s'appelle Koutierets. C'est une cuisine ukrainienne à base de produits locaux avec de la très bonne viande et on peut goûter notamment aussi de la charcuterie dont raffolent les Ukrainiens, en particulier le lard fumé aux épices. Et puis il y a une grande cuisine en Ukraine. Il y a des cuisiniers très connus, dont Dima Borisov, par exemple. Exactement, il y a beaucoup de restaurants en Ukraine et à Kiev notamment, et dont l'un qu'on pourrait citer, c'est Ostania Barrikada, qui veut dire la dernière barricade. Et là encore, c'est une cuisine ukrainienne, gastronomique, assez moderne, puisque c'est un chef très créatif. Et vous avez aussi toutes sortes de fromages d'Ukraine qui viennent de producteurs locaux. C'est sur la place Maïdan, exactement. Et des producteurs donc locaux, des fermes ukrainiennes qui lui donnent tous les ingrédients, le pain maison, la viande de qualité. Et la cuisine de Crimée, bien entendu, qu'il ne faut surtout pas oublier, et dont un restaurant qui se trouve sur la place Maïdan, qui s'appelle Krim, tout simplement. Exactement, Crimée. Et on y mange là de la cuisine tatare de Crimée, notamment les tchebourek, qui sont des sortes d'empanadas, de beignets farcis avec de la viande aux épices. Merci beaucoup, Lorena Martin, et bon appétit à tous les retardataires. Et voici Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra. Bonjour Franck Ferrand, la Cour des Grands arrive tout de suite, 15h30, 17h et je vous souhaite un très très bon week-end. Mais oui, bon week-end à vous. Nous nous retrouvons donc demain pour la rediff. Demain soir, Europe 1 diffuse le concours Eurovision de la chanson. Nous nous retrouvons à 14h, Carole, lundi pour Au cœur de l'histoire. Et puis moi, je vous retrouve dimanche toute la journée sur France 2 pour l'investiture du nouveau chef de l'État.